Attention, cet épisode aborde le sujet des troubles du comportement alimentaire. Il se peut que certains passages puissent heurter votre sensibilité. Le témoignage qui va suivre a été enregistré par Vertige Podcast. Bonne écoute. Le début de l'histoire commence bien, puisque je suis enfant, que je suis épargné par la maladie, j'ai pas de problème de santé, je cours, je chante, je vis, je vibre, tout se passe pour le mieux. Alors oui, j'ai des gros soucis pour m'endormir, et même si je suis une enfant pleine d'énergie, je suis assez marqué physiquement par la fatigue, j'ai beaucoup de cernes. Et il est vrai que je n'ai pas un gros appétit, je suis assez fine. Je fais du foot aussi à cette époque, je bouge beaucoup, je fais tout un tas d'activités. Mais bon, la vie continue, je grandis et je rencontre petit à petit des problèmes et ça va aller crescendo. Le petit monde magique dans lequel je vivais s'efface progressivement et les problèmes que je vais rencontrer vont être de plus en plus intenses. Mais bizarrement, à chaque fois, je le range dans ma mémoire, j'accumule la petite fissure sur mon cœur encore jeune et je passe à autre chose, sans jamais traiter le problème. Ce qui nous amène à l'adolescence où je vais être un peu tristoun. À ce moment-là, la puberté arrive, donc forcément je rencontre l'étape du corps qui change. Pour ma part, il y a eu une bonne prise de poids, mais pas d'acné et tout le reste. Au contraire, j'ai gardé ma peau de bébé pendant trop longtemps. Mais j'ai des formes. Le bide, il gonfle. Je porte du 38-40 au collège. Puis bim, en quatrième, tout se régule. Et je reprends un peu mon poids actuel. Et je prends quelques centimètres aussi. Je maigris naturellement. Et là, je me sens un peu mieux dans ma peau. Entre-temps, j'apprends qu'un membre de ma famille fait face aux troubles alimentaires. Aux troubles du comportement alimentaire. Et se bat contre la boulimie. J'avoue qu'à ce moment-là, je suis jeune et j'y comprends pas grand-chose. J'ai pas forcément été confronté à ce sujet auparavant, sauf peut-être au collège, où j'avais une camarade anorexique, mais c'est la seule représentation que j'avais des TCA. Je remarquais simplement que ma camarade, elle était très maigre, elle avait la peau très pâle, elle avait souvent très froid, et qu'elle avait plus ses règles. Alors j'étais à l'écoute, j'essayais de comprendre, mais je comprenais pas forcément. Au lycée, je suis toujours assez mince, je mange très mal. Mon lycée se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de tacos, de burgers, kebabs et tout. Donc j'avoue que durant mes années lycée, je me prive pas du tout. Mais mon corps l'accepte assez bien, je dois dire. Et ensuite, je rentre en études supérieures dans une école de cinéma. Je connais une rupture très douloureuse après 3 ans de relation. Donc j'avoue que je me vois partir en roue libre. Les soirées avec les copains, copines se multiplient. Je bois beaucoup d'alcool, je fume. Et à chaque fois que je rentre à pied d'une soirée, je mange un tacos à 3h du matin pendant 30-40 minutes de marche. À cette période-là, plus je mange et plus j'ai l'impression de maigrir. Mais c'est aussi cette année-là où je me mets en tête qu'il faudrait que je redevienne aussi sportif qu'avant. Alors je mange équilibré, c'est un bien grand mot. Je me persuade juste que mon alimentation évolue, alors que j'y connais rien à ce moment-là. Quand je regarde les photos de mes repas de l'époque, ça me fait rire parce que j'avais un gros problème avec les quantités. Et avec du recul, c'était pas des repas diète, mais plutôt des repas de sportifs style bodybuilder en prise de masse, quoi. Mais il n'y a rien qui allait, quoi. C'est pas parce que je mangeais une omelette que je mangeais équilibré, quoi. Parce qu'en fait, quand on regarde sur la photo, il y a des yaourts au chocolat, il y a une quantité énorme de légumes ou de pâtes. Enfin, c'est pas équilibré. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à la marche aussi à cette période-là. Et je partais parfois marcher pendant des heures. Je me tapais la motive à me faire des randonnées de 9 heures comme ça, juste pour le plaisir. Et à cette période, je me persuadais d'être un corps sain, en bonne santé, qui fait du sport, qui mange bien. Mais déjà, je faisais fausse route puisque je dormais pas beaucoup. Donc la fatigue, ça n'aide pas. Je buvais pas du tout d'eau. Je travaillais comme une acharnée. Et heureusement, ça n'avait pas vraiment d'incidence, puisque même si je me tenais pas vraiment à mes engagements ou objectifs, je m'en fichais un peu en fait. Ça me rassurait de dire que je mangeais équilibré, mais en fait, si je m'y tenais pas, c'était pas bien grave. Mais je continuais de vivre, de profiter de la vie, je continuais les excès aussi, et puis ça me permettait de me sentir un peu plus heureuse, quoi. Mais j'avais pas vraiment l'esprit occupé par mon apparence. Et c'est aussi à cette période que j'ai découvert le thé vert. Et au début, j'aimais pas trop. J'avais jamais été trop fan des boissons infusées, donc au début, c'est juste parce que j'avais entendu dire que le thé vert permettait de réduire les graisses corporelles, la graisse corporelle, donc j'en suis sûr que j'ai dû un peu me forcer à aimer.
Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, si je bois du thé vert, c'est vraiment parce que je suis fan. Le thé vert au jasmin, fleur de bleuet, enfin bref, aujourd'hui et depuis quelques années, c'est vraiment devenu ma boisson préférée. Mais de base, ça partait d'une intention pas très saine. Et sur le moment, je m'en rendais pas compte. J'étais certainement dans le déni. Ou alors je le savais, que c'était pas très sain, la raison du pourquoi je buvais du thé, mais que je me battais contre moi-même, pour me rassurer que mon choix était correct. Je sais pas. Enfin bref, c'est un détail, mais il a son importance sur toutes les habitudes que j'ai assimilées avec le temps. La vie continue et je fais de plus en plus attention à l'image que je me fais de mon corps. Par exemple, je commence à développer une petite angoisse sur mon double menton et sur mon visage que je trouve trop gonflé, trop rond. Puis je complexe de plus en plus sur mon ventre, que je trouve très gonflé. Les années passent, mais ce petit problème endormi vient de temps en temps dans mon esprit, et après il redisparaît aussi vite. L'année du confinement, contrairement à tous ceux et celles qui se mettent au sport, je choisis l'option manger à outrance à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Je le sais pas encore, mais des traumatismes et des pathologies dorment au fond de moi et commencent tout doucement à remonter à la surface. La vie continue encore, les études se terminent, je pars travailler à Paris dans les hautes sphères du cinéma. Je me fais larguer par ma copine de l'époque après une relation de 2 ans. Le monde du cinéma, il est pas très clément. Je me sens plus du tout à ma place et bim, c'est la dégringolade. Je reviens chez moi, sous traitement pour épisode dépressif et je suis complètement sous anédonie. Je ressens plus rien du tout. J'ai quelques amourettes, je bois un peu trop d'alcool à cette époque, je mange mal, je fais plus rien. Et quand cet épisode s'achève et que je reprends des forces et que je sors de cette dépression, la vie reprend son cours. Entre-temps, après avoir rencontré de nombreux et nombreuses gynécologues qui refusaient tous de m'ausculter, je rencontre enfin une gynécologue incroyable qui a fait tous les tests possibles et qui découvre que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Alors oui, je sors les grands termes, mais j'avoue qu'aujourd'hui encore, je connais pas grand-chose de cette maladie. Syndrome, je sais pas comment le qualifier. J'en apprends tous les jours et c'est pas très fun. Mais donc à cette période, je comprends enfin pourquoi j'ai de longues périodes d'aménorrhée, pourquoi mon ventre il gonfle comme ça, pourquoi j'ai une pilosité très forte, pourquoi j'ai un besoin de sucre excessif, etc. J'entame une courte relation très passionnelle avec une femme et ce n'est qu'à la fin de la relation que je comprends que sa maigreur, elle est pas liée à une morphologie ou autre. Je capte un peu tard qu'elle est sujette à des troubles du comportement alimentaire. Elle s'évapore, vraiment ces mots, puisque j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Elle est partie du jour au lendemain et j'apprendrai plus tard que, bref, ça lui faisait peur cette relation parce qu'on s'aimait trop. Bref, je galère avec ça. Je suis trop impacté et je souffre comme d'hab. Je collectionne la douleur, je la range, je la subis et je me persuade que ça va aller. En même temps, je suis entouré de personnes qui me répètent que les choses font de moins en moins mal avec le temps et donc je m'autorise jamais de ressentir mon mal-être en fait. Mais je parviens à me soigner un peu et à continuer de vivre. Là, j'entame un processus pour arrêter de fumer la cigarette. Et le chemin va être long, difficile, mais ça va finir par payer un peu plus tard. Et là, je fais la rencontre, celle qui changera ma vie. La rencontre qui va me faire grandir, qui va me faire comprendre des choses, qui va me faire prendre conscience de beaucoup de choses, de mes traumatismes, de mes douleurs enfouies, de mes troubles assez nombreux. Bref, cette rencontre, c'est la clé de ma libération. C'est d'ailleurs avec cette personne que je vais réussir à arrêter de fumer en 2022-2023, après 12 ans de cigarette quand même. Donc avec cette personne, on s'engage dans une relation amoureuse, alors qu'à ce moment-là, je n'ai qu'une envie, c'est de créer des amitiés et de m'éloigner au plus de l'amour, et de ce pattern, ce schéma que je refaisais en boucle, étant une amoureuse de l'amour. Mais finalement, c'est pas possible, je tombais éperdument amoureuse. Elle est à la fois ma meilleure amie, une sœur, une cousine, c'est évidemment une semblable en fait. Et rapidement, elle va s'apercevoir que j'ai des troubles. Alors je suis honnête avec elle tout de suite et je lui dis que j'ai des troubles obsessionnels compulsifs. Je lui parle de mon anxiété, de cette nostalgie constante chez moi. Je lui parle de cette folie douce qui veille en moi. Je lui parle même de mes secrets les plus lourds, ceux que je n'ai confiés à personne d'autre qu'elle, finalement. Je lui parle d'événements marquants de ma jeunesse qu'elle qualifie directement d'événements traumatiques. Elle me parle même de troubles, du stress post-traumatique. Elle me confie qu'elle remarque des signes dans mes comportements qui pourraient révéler de l'autisme. Et elle m'encourage à consulter, à faire des tests, mais au-delà de ça, elle m'encourage à me découvrir davantage, à essayer de comprendre qui je suis. Parce que même si la première phrase que je lui ai énoncée le jour de notre rencontre, c'est « Qui es-tu ?», pour le coup, moi je savais pas qui j'étais. Et ce furent des conseils très utiles de sa part, elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mais même si cette idylle, elle avait ses côtés merveilleux, elle avait aussi son extrême inverse, les ténèbres. On s'est fait beaucoup de mal et par la suite j'ai dû jongler et accepter.
Les détails, je vais pas les énoncer parce que c'est notre intimité et le reste, ça nous regarde, même si en soi, c'est grave. Et dans cette relation, je suis passé de 56 kilos à 48 parce que j'étais trop triste et que je mangeais plus rien, j'avais pas faim. Et quand je sentais que la tristesse m'étouffait, il fallait absolument que j'aille marcher, toujours marcher. Puis j'habitais en ville à présent, donc tous mes rendez-vous, j'y allais à pied. Jonglais aussi avec mes difficultés professionnelles, parce que depuis que j'avais abandonné le cinéma, j'enchaînais les projets, style m'investir à fond dans des projets artistiques, puis le lendemain, des tafs alimentaires galères. Puis là, le problème qui avait dormi pendant des années s'est réveillé d'un coup. Et j'ai pris plaisir à me restreindre. Je voulais plus manger car je voyais à quel point je me grissais facilement. En fait, le premier pas dans la maladie, c'était à cause d'un traumatisme vécu dans notre relation amoureuse. Là, je tombe à 48 kilos. Le deuxième pas, c'est à cause d'un second traumatisme vécu dans la relation. Et le troisième pas, c'est ma faute. C'est parce que j'ai pris goût à perdre du poids et là, je faisais 42 kilos pour 1m68. Alors là, des termes nouveaux sont venus s'ajouter à mon vocabulaire. Déficit calorique, les glucides, les fibres, les protéines, l'IMC, enfin bref, je rentrais progressivement dans la boucle infernale des troubles alimentaires et à mon tour, je rencontrais, sans le savoir, l'anorexie. Mon visage n'avait jamais été aussi fin et mon ventre, mon bide, celui que je détestais, avait disparu. Je n'avais jamais eu un ventre aussi creusé. Je n'avais plus rien sur le corps. Il me restait juste la peau qui laissait entrevoir mes os et mes côtes. Enfin, j'ai des photos, c'est effrayant. Sur certaines, je suis tellement fine qu'on ne peut pas me voir derrière une serviette de bain. Dans une photo de groupe, mon corps il est presque inexistant. Vraiment, ces photos, elles sont angoissantes. Quand je les regarde aujourd'hui, ça me fait peur. Et puis à ce moment-là, je continue de marcher, de m'épuiser. J'ai même pas le recul pour comprendre que des problèmes découlent de tout ça. Problèmes de peau, problèmes avec mes cheveux, enfin 15 000 problèmes qui en découlent, quoi. Je pèse 42 kilos à 24-25 ans. Et je me dis en plus, oh, mon amoureuse me trouvera encore plus belle. Ouais, je disais ce genre de bêtises. Et comme ma relation avec cette femme recommençait, s'arrêtait, puis continuait, elle a quand même eu l'occasion à un moment de me dire les choses. Et elle m'a dit très honnêtement, elle me l'a dit dans les yeux, tu es anorexique. Je ne mangeais vraiment pas beaucoup. Toujours des légumes, souvent des crudités, avec une omelette ou des œufs durs. Enfin, j'avais une routine dans mes repas, c'était effrayant, quoi. J'ai tenu quelques mois en pesant 42 kilos, puis un terrible événement est venu déchirer une fois encore notre complicité, notre amour féroce. À ce moment-là, je revenais d'un voyage et arrivé en France, j'ai comblé mon malheur dans la nourriture. Et mon corps qui s'était habitué à mon train de vie, qui d'ailleurs ne prenait même plus de poids, même pendant les gros festins, allait découvrir un autre style de trouble, l'hyperphagie. Et pendant 6 mois, j'ai englouti des quantités de nourriture, c'était terrible. Je pleurais à chaque crise, je n'avais plus du tout de notion de contrôle. Moi qui justement avais tout contrôlé, qui autrefois pesait sa nourriture pour être sûr de ne pas manger plus de 100 grammes de quelque chose, qui comptait ses calories, je me retrouve du jour au lendemain à perdre totalement le contrôle. À chercher dans tous les placards de mon appartement pour trouver quelque chose à engloutir, à manger des trucs improbables. Et comme ce n'était pas assez, à utiliser mon salaire pour aller acheter à outrance, à parcourir les rues de ma ville en pleine nuit pour aller chercher des paquets de gâteaux, des muffins, des donuts, des cookies. D'ailleurs, j'ai une anecdote terrible, mais un soir en sortant d'un magasin du quartier, j'ai croisé une amie que j'avais pas vue depuis des années. Elle était toute pimpante et moi j'avais enfilé un jogging en 2-2, je transpirais beaucoup. J'avais le regard fuyant, comme si je culpabilisais de sortir de ce magasin avec autant de sucreries. C'était un samedi soir, donc elle s'apprêtait à aller en soirée, tandis que moi, en fait, c'était un soir de plus où j'allais m'enfermer chez moi, à subir encore une crise. Le pire, c'est que j'attendais même pas d'être arrivé à la maison pour déguster mon achat. Je mangeais en marchant jusqu'à l'appartement. Et manger, c'est un bien grand mot. Je mâchais même pas. Comme si mon corps me disait dépêche-toi, tu dois vite me nourrir, je suis en manque de nourriture, alors que pas du tout en fait. J'avais eu un repas normal, hein, mais je me suis retrouvé dans des situations terrifiantes et pour mieux l'illustrer, je vais vous lire des extraits d'un texte que j'ai écrit à cette époque-là, un texte qui s'appelle Libération, texte que j'ai d'ailleurs partagé à mon entourage pour leur avouer tout ça. Donc là, je vais vous le lire. Ce soir, alors que je me réfugie encore en cachette dans la cuisine, je parviens à prendre secrètement une papillote. J'allume la bouilloire pour que personne ne puisse entendre le bruit du sac plastique dans lequel elles sont rangées. J'ai honte. Honte des stratagèmes que je dois mettre en place. Honte de cette faiblesse. Honte de me dire que la veille, je me suis retrouvé pendant 9 heures à l'hôpital parce que j'avais fait une crise de foie. Honte de lire sur le rapport du médecin que je suis passé de l'anorexie à l'hyperphagie.
Je me redirige vers ma chambre, avec la papillote dans la poche, espérant ne pas croiser le regard de ma mère. Sans réel plaisir, j'engloutis ce chocolat, qui est accompagné d'une citation de Marie Curie. Ne jamais se laisser abattre par des personnes ou par des événements. En lisant ces mots, la culpabilité disparaît d'un seul coup et laisse place à une profonde tristesse. Ce passage, je ne vais pas vous le lire, je vais le passer, c'est trop intime. Reprenons. 3 mois se sont écoulés et la nourriture est devenue mon seul allié, mon seul remède. Le poids sur la balance remontait. Mon entourage semblait dire que c'était une bonne nouvelle. À l'heure actuelle, personne ne se doute que les démons qui viennent de rentrer dans ma vie se nomment l'anorexie mentale et le trouble hyperphagique. Mon ventre gonfle, se déforme, mon estomac et mon foie fonctionnent difficilement. Mon taux de transaminase est trop élevé. Mon corps change. La période d'aménorrhée continue de se prolonger. 4 mois maintenant. Bien évidemment, les crises se calment de plus en plus, mais mon corps subit les conséquences de ces derniers mois. Moi qui ne lui ai jamais accordé ne serait-ce qu'une minute de tranquillité et d'amour-propre. Je le vois se détruire, et cette vision m'effraie. Les crises se calment parce que je me bats. Mais avant le calme, il y a une longue traversée du désert et de nombreuses tempêtes que j'ai dû essuyer. Je me souviens de la soirée d'anniversaire de notre ami Benoît. Il fêtait ses 40 ans. J'avais préparé une quiche aux épinards. J'avais faim ce soir-là. J'ai mangé plusieurs parts, puis j'ai goûté plusieurs gâteaux différents, des apéritifs. J'ai dégusté le punch de mon père et du crémant. Ce soir-là, ivre de liberté, j'ai dit à ma mère « Je suis en roue libre ce soir, je profite ». Je voyais son sourire s'illuminer. J'étais en sécurité et j'étais revenu en un seul morceau de ce périple. En rentrant tard dans la nuit, nous avons discuté dans la cuisine. Nous devions préparer des plats pour le lendemain, car nous étions attendus aux 3 ans de ma nièce. Lors de cette discussion, la préparation de son gâteau au chocolat m'a donné envie et a réveillé en moi quelque chose d'incontrôlable. J'ai saisi le paquet de M&M's qui allait servir de décoration pour ce dessert et nous en avons mangé quelques-uns. À ce moment-là, tout allait bien, la machine n'était pas encore en marche. Je me souviens du lendemain, à l'anniversaire de ma nièce. Elle fêtait ses 3 ans. J'avais fait une quiche aux oignons. Je l'ai dévorée. Tout le monde m'a rassuré, prétextant que ce n'était qu'une quiche et que, n'ayant pas suffisamment de protéines depuis mars, date où je suis devenue végétarienne, je pouvais manger entièrement cette quiche. Tout le monde voulait également que je reprenne du poids. Puis je me souviens des nombreuses crises qui sont apparues par la suite. Je me souviens de ces soirées, seule dans mon appartement, à ingurgiter une quantité astronomique de nourriture. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Je me souviens de la poudre de noix de coco, de la poudre d'amande, du cacao en poudre, des tartines de beurre, des baguettes de pain, des brioches. Je me souviens de cette nuit où tout a basculé, où j'ai ressenti le besoin de sortir pour aller acheter des provisions, au Monoprix, au Super U, au U Express, à l'épicerie. Je me souviens de cette nuit où le sucre est devenu une dépendance. Je me souviens de cette nuit où j'ai parcouru les rues de ma ville à la recherche de nourriture. Je me souviens de la nuit du 24 novembre où j'ai ingéré un beignet au Nutella, 3 madeleines fourrées et aux pépites de chocolat, un cookie aux noix de macadamia, un macaron, un paquet de thé, de 48 biscuits, du pain, une pomme, du fromage à la grecque, des carottes, des tomates, des haricots verts, des noix, des noisettes. Je me souviens de la nuit suivante, celle du 25 novembre, où la veille ne m'avait pas servi de leçon, où j'ai ingurgité un flan, un paquet de princes, un plat de pâtes. Je me souviens de cette nuit où j'ai mangé une galette des rois de 12 parts. Je me souviens de cette semaine où mon application bancaire recensait toutes les dépenses que j'avais effectuées pour manger à outrance. Je me souviens de cette unique fois où j'ai dû me faire vomir tellement la culpabilité était énorme. Je me souviens de toutes ces fois où j'ai pleuré, de me voir grossir, de voir mon ventre changer à nouveau et de redevenir aussi dodu qu'à mon adolescence. Je me souviens de cette nuit où j'ai dû accepter les termes troubles alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie, compulsion, privation, compensation. Je me souviens de ces fois où j'ai dû assumer devant mes parents, mes amis. Je me souviens de ces fois où j'ai demandé à mes parents de cacher la nourriture, de ne pas acheter des tentations, de mes pleurs en cachette quand je voyais ma mère revenir des courses avec des sacs pleins parce que des invités allaient venir à la maison. Je me souviens de mes colères quand je lui disais qu'elle avait mal caché les sucreries ou tentations. J'ai honte. Je me souviens de ces pleurs, de ces larmes qui ne viendraient jamais réparer la douleur, ni même me rendre ma semblable. Je me souviens de mon retour, de cette motivation qui grandissait, de tout ce que j'ai accompli le premier mois qui suivait mon retour, de toutes ces activités que j'ai pu découvrir, des victoires que j'ai pu célébrer, du travail que j'ai obtenu, des heures à m'acharner pour conserver ce boulot, de l'aurore et du réveil qui sonnait 4 heures du matin, de mes repas tous décalés par ce nouveau rythme.
Je me souviens des lendemains de crise, devant le miroir, à me toiser de la tête aux pieds, à regarder mon ventre, mes cuisses, mes hanches, et à espérer que ce soit la rétention d'eau ou mes ovaires qui soient à l'origine de mes gonflements. Je me souviens des lendemains de crise à me répéter « demain j'arrête », car ce soir j'ai mangé plusieurs chocolats alors que je suis malade et que ma crise de foie ne s'arrange pas. Et je pense déjà à demain. Je me souviens de cette phrase que je me répétais en boucle ces derniers temps. Je m'étais juré de me laisser pousser les cheveux, que si j'avais un visage fin comme cet été. Maintenant que j'ai un gros visage, un visage gras, ça fonctionne plus. Je me souviens de toutes les fois où son nom a été prononcé ces derniers mois et des pulsions alimentaires qui arrivaient juste après. Je me souviens de mon corps à qui j'ai dû fournir plus de nourriture tellement il s'était habitué à de grosses quantités. Je me souviens de ces midis, après le travail, où je restais 1 heure dans la cuisine à me poser la question « Est-ce que j'ai suffisamment mangé ?» au lieu de me poser la question « Est-ce que j'ai faim ou suis-je rassasié ?» Je me souviens de toutes ces fois où j'ai compté les calories, où je me servais de la calculatrice de mon téléphone pour tout additionner. Je me souviens de ces fois où je ne voulais pas manger les HelloFresh parce que j'avais peur de la teneur en calories. Je me souviens de cet été où j'avais enlevé les glucides, les matières grasses, le sucre de mon alimentation. Je me souviens du mois de novembre où j'ai arrêté de compter mes calories et de ma phrase « foutu pour foutu ». Je me souviens de toutes ces fois où je me suis frustré depuis juillet. Je me souviens de cette vidéo en Ardèche cet été où je montre mon ventre creusé et mes côtes. Je me souviens de ce matin où j'ai vu la taille de mon ventre. Je me souviens de chaque moment où je dois aller prendre ma douche et que c'est une épreuve douloureuse car je me vois nu. Je me souviens de chaque jour qui s'est écoulé. Je me souviens de chaque mois qui est passé. Je me souviens du resto avec des amis et d'avoir fait une crise juste après. Je me souviens de ce matin où j'ai décidé de réaliser un film pour m'en sortir. Ce passage, je le passe également, parce qu'il est très intime. Je me souviens de cette passion que j'avais développée pour la marche. Je me souviens de cet amour singulier pour la montagne. Je me souviens de la marche Lyon-Voiron. Je me souviens de mes rêves. Je me souviens de l'amour que j'ai donné aux autres et celui que je n'ai pas su me donner à moi-même. Je me souviens du retour en France et de tout l'amour et le soutien que j'ai reçu. Je me souviens d'hier soir à l'hôpital et des douleurs que je ressens encore actuellement. Je veux me souvenir de tout, parce que demain, je vais être fier du chemin que j'aurai parcouru. Je veux me souvenir de moi et de ce dont je suis capable. Je veux me souvenir de mes combats et pour une fois dans ma vie, j'ai envie de me remercier, de me pardonner et d'avancer avec moi-même. Je veux m'aider, je veux me réparer, je veux être moi. Voilà. Je vous ai lu le texte que j'avais écrit. J'ai enlevé quelques passages, même celui concernant la cigarette, on s'en fiche un peu. Mais... Donc voilà, j'ai terminé de le lire, ce texte. C'est étrange parce que j'aurais pu en écrire davantage. Là, me reviennent en mémoire les moments où j'ai dû en parler autour de moi. Il y a un moment où j'ai dû assumer et en parler, sinon j'allais exploser si je gardais tout ça pour moi. Donc, après voilà, comme je vous ai dit, j'ai coupé beaucoup de passages aussi, trop intimes. Voilà, donc ensuite, quand tout ça s'est terminé, ça s'est fait d'un seul coup. Les crises d'hyperphagie se sont arrêtées comme ça. Je n'ai rien compris. Tout s'est stoppé net. Plus d'hyperphagie, plus de boulimie, plus d'anorexie, plus rien. Et comme ça s'est arrêté au moment où elle est revenue, après 6 mois d'absence, encore aujourd'hui, je me pose la question, mais est-ce que tout ça a été lié ? Est-ce que les troubles alimentaires se manifestent uniquement quand je suis dans un enfer monstre ? Pourquoi les TOC avaient disparu aussi pendant tout ce temps ? Qu'est-ce que ça voulait dire de moi, de mon psychique ? Et je me pose la question, est-ce qu'ils ont disparu pour de bon ? Est-ce que je suis soignée ? Est-ce qu'un jour j'assumerai vraiment d'avoir été prisonnière des TCA ? Alors aujourd'hui, si j'ai décidé d'en parler, c'est que ça va un peu mieux. Que parfois je retombe un peu dans mes travers en faisant attention à ce que je mange, même si ces termes ne veulent rien dire véritablement. Aussi parce que depuis 4 mois, je faisais entre 50 et 48 kilos et que ça me convenait amplement et que ce soir, je me suis pesée et que je me suis rendu compte que je faisais 47 kilos. Et bizarrement, cette fois, ça m'a pas rendue fière ni joyeuse. Au contraire, j'étais surprise et je me suis rappelé que ces 2 derniers jours, c'était la course, que j'avais pas vraiment pris le temps de me faire un bon repas, par flemme de cuisiner, par manque de temps, et parce que j'ai enchaîné entre le boulot, les nouvelles rencontres, des projets. Donc en vrai, je me doute bien que ça a dû me faire perdre du poids, mais j'étais quand même agacée d'en avoir perdu autant. Voilà. Bon, heureusement, j'ai retenté l'expérience hier de la pesée, et il se peut que la balance dysfonctionne, et que je fasse finalement 48,65 kg. Donc je suis rassurée de reprendre du poids en vrai. En fait, j'adore l'idée de recommencer à marcher aussi. J'ai pas marché depuis mars 2023 où j'ai fait Lyon-Grenoble à pied. J'adore l'idée d'être musclé, mais j'ai plus envie d'être rachitique. J'ai plus envie d'être une feuille de papier, j'ai plus envie d'être maigre, d'avoir tout le temps froid, de perdre mes cheveux.
D'ailleurs, depuis 1 an et demi, je me laisse pousser les cheveux et ce processus, il m'a beaucoup aidé. C'est aussi grâce à ça que je m'en suis sortie. Je me plais avec cette nouvelle coupe de cheveux, cette nouvelle tête, et en fait, tout ce que j'ai pu croire avant, c'était de la connerie. J'ai un visage rond, avec des cheveux longs, et c'est très bien. Et aujourd'hui, je me sens tellement mieux dans ma peau. Et j'ai vieilli, j'ai grandi, j'ai plus du tout ce même rapport avec l'image que je dégage. Je me moque un peu de ce qu'on peut penser de moi, en fait. Je me moque de si on me trouve belle ou pas, de si je suis maigre ou pas, de si je suis bien habillée ou pas. Enfin bref, aujourd'hui, le regard des autres, il me fait plus peur. Je suis bien avec moi-même, en fait. Wow, jamais j'aurais cru dire ça un jour. Euh, mais je viens de réagir. J'ai plus envie d'être fatiguée, de ressentir comme ce soir sous la douche, mes pieds qui brûlent alors que l'eau elle est gelée. Enfin, j'ai envie d'être bien dans mon corps, quoi. Donc voilà, bref, je suis persuadée que je suis sur la bonne voie parce qu'aujourd'hui j'accorde plus d'importance à mon poids, à l'image de mon corps, car celui-ci, même quand le SOPK, mon syndrome, agit entre gonflement, rétention d'eau et tout, il me convient désormais. Je peux le dire, aujourd'hui mon corps me convient. Je n'ai plus de crainte à le regarder directement, j'ai plus besoin de miroir pour observer les détails de mes rondeurs ou d'éventuelles vergetures. Je prends plaisir à vivre avec ce corps que j'ai malmené finalement pendant des années. Aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre qu'il n'était pas un membre à part entière, que lui et mon esprit formaient moi. Ils forment ce que je suis. Je suis ce que je suis. Et maintenant, non seulement je peux vivre, mais je peux aussi exister. Vous souhaitez partager votre histoire, un moment de vie, un témoignage? N'hésitez pas à nous écrire. À très vite sur Vertige Podcast.